Regardez ce cultivateur qui, bien qu'il travaille sous un chaud soleil, ne transpire pas. En tout cas, pas plus que son voisin sous l'arbre. Pourquoi? Son chapeau avec le grand débord, plus large que ce dont il a besoin pour simplement couvrir la tête. Et ce débord ne protège pas que sa tête, il protège aussi ses épaules, sa nuque et son visage. La chaleur directe du soleil ne touche jamais la peau. En fait, ce chapeau reprend un principe simple qu'on retrouve en architecture. Et bien sûr, cette chaîne, on parle depuis quelques vidéos du confort thermique et de la manière dont on peut réduire notre dépendance à la climatisation. On a déjà parlé des fenêtres, des ouvertures donc, mais cette fois-ci, il s'agit de la couverture. Dans cette vidéo, on va parler d'un principe qu'on retrouve dans bien de pays, bien de régions sur cette terre, en Asie, en Afrique, en Europe, partout, qui a le même principe de fonctionnement mais des interprétations qui peuvent varier. On va parler de ce principe, de comment il est interprété ici au Japon avec des exemples que j'ai filmés moi-même et surtout comment je l'ai appliqué récemment sur un projet en Côte d'Ivoire, donc en contexte tropical. Pour être très simple, le principe consiste à créer entre un objet et une source de chaleur un espace intermédiaire qui protège, qui filtre et qui peut aussi ventiler si besoin. Traduit en architecture, quand on prend pour source de chaleur principale le soleil, il implique de créer une toiture qui déborde généreusement au-delà des murs afin de créer une zone tampon. Le soleil ne frappe plus directement les façades et donc les murs peuvent rester frais. Et souvent, cet espace sous débord devient habitable, circulable et même ventilé naturellement. Parce que tout est une question de compréhension et d'interprétation personnelle et surtout de logique. C'est vraiment fascinant de voir comment aucune culture n'a eu besoin de l'autre pour interpréter ce principe-là dans sa région. En Afrique de l'Ouest, on a les grandes toitures en paille des cases traditionnelles qui débordent largement sur les façades. La galerie ouverte qui longe certaines maisons coloniales reprend exactement la même logique avec d'autres matériaux bien évidemment. En Amérique latine, on a les portals, ces galeries ouvertes-là qui couvrent les façades et donc qui font la même chose. Le soleil ne touche donc jamais le mur principal. En Europe méditerranée, on a les pergolas, les loggias, les cours à arcades, etc. En gros, c'est le même principe. Et au Moyen-Orient, on a les moucharabiés. Et si on y réfléchit, c'est ce même principe-là qui est à l'origine des doubles pots, doubles façades ou façades ventilées, si on veut l'appeler comme ça, qu'on retrouve dans l'architecture contemporaine. C'est-à-dire que pour protéger un objet ou un bâtiment d'une source de chaleur, on va créer un espace intermédiaire. C'est donc le même principe, la même logique, mais appliquée différemment. Et cette différence-là d'application n'est pas arbitraire. Bien évidemment, elle dépend de la position géographique du projet. Parce que plus on se rapproche des tropiques, plus le soleil est haut dans le ciel. La menace principale vient donc d'en haut. La réponse logique, c'est la toiture qui déborde, qui fait de l'ombre sur les façades. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus le soleil est bas et rasant. Il frappe directement les façades verticales. La réponse devient alors une double peau, une deuxième peau comme on dit souvent en façade. Une couche supplémentaire qui va filtrer, protéger et même ventiler si besoin. Deux interprétations mais un seul et même principe. Deux réponses à deux géographies différentes. Cela étant dit, on peut bien évidemment retrouver l'une et l'autre dans des contextes géographiques totalement opposés. Parce que la géographie en architecture, elle ne va pas dicter mais elle va orienter la conception. Et il y a bien d'autres aspects qui entrent dans la conception tels que le budget, la volonté du client et même les goûts de l'architecte. Et généralement, c'est la réponse qui semble la plus élégante, je vais dire comme ça, qui l'emporte sur la latitude ou même la position géographique du projet. Et au Japon, ici, ils ont poussé la réflexion concernant ce principe-là et ils lui ont donné même le nom d'Engawa. Pour illustrer concrètement ce principe, quoi de mieux que d'aller le voir de vive voix? Regardez ce qui se passe ici. La toiture déborde très largement au-delà des murs, soutenue par des colonnes de bois massif disposées en V. En dessous, on a un espace ouvert, couvert et ventilé naturellement. Les cours, les ateliers, la vie du bâtiment se passent là, sous ce débord, pas uniquement à l'intérieur. Ce n'est pas une véranda, ce n'est pas un couloir, c'est une membrane entre le dedans et le dehors. Et ce détail n'est pas anodin. Les colonnes sont faites de cyprès centenaire, une essence qu'on trouve ici au Japon. Et elles ont été abattues par des étudiants de l'académie eux-mêmes, transformées puis intégrées au bâtiment. Le matériau fait partie du programme. Le bâtiment enseigne avec ce qu'il est donc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la toiture. Ce grand débord qui crée une zone tampon entre le soleil et les espaces de vie. C'est exactement le principe dont on parlait depuis le début, le chapeau du cultivateur traduit dans une architecture contemporaine avec des matériaux locaux. Et le Morino, ce n'est pas un cas isolé parce qu'ici au Japon, on retrouve ce même principe dans la villa impériale de Katsura à Kyoto, l'une des références mondiales de l'Engawa, ou encore dans les maisons Gasho Zukuri de Shirakawago.
dont les toitures monumentales débordent largement pour protéger des galeries entières. Dans un registre plus contemporain, on peut parler du centre touristique d'Asakusa, également signé Kengo Kuma, qui empile 7 toitures en auvent superposées sur toute la hauteur du bâtiment. Mais ce n'est pas qu'au Japon. En Afrique, l'architecte Francis Kéré, premier Africain à recevoir le Pritzker, a construit toute sa carrière sur cette logique-là. Sa signature, c'est la toiture volante, c'est-à-dire séparer la toiture du plafond en 2 éléments distincts. Créer un espace entre les deux pour que l'air chaud s'échappe et protéger le tout du soleil et de la pluie. Il vient d'ailleurs d'inaugurer en avril 2026 le nouveau siège de Goethe Institut à Dakar, où une grande toiture au vent couvre l'ensemble du bâtiment, en créant une zone tampon d'air entre la couverture et les espaces de vie, ce qui réduit considérablement le recours à la climatisation mécanique. On peut aussi parler du Vietnam où les architectes Votronan Nahia, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, ont construit des maisons recouvertes de végétation avec des galeries périphériques ouvertes. En Amérique latine aussi, on retrouve les portals, ces galeries couvertes en façade, qui sont présentes dans des centaines de bâtiments anciens et contemporains. Et je pourrais continuer à en citer, parce que ce principe, il fait ses preuves depuis des siècles. Ce n'est pas une tendance, mais c'est une réponse logique à un problème réel. Alors revenons au projet sur lequel j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Ma cliente, on va l'appeler Madame X, voilà. Elle a vu mon travail ici sur YouTube et également sur Instagram. Et d'ailleurs, je vous mets le lien de ma page Instagram en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, elle voulait un projet qui ne fait pas du tout vernaculaire, qui ne fait pas, en tout cas, qui ne donne pas cette image-là de l'architecture africaine, vernaculaire, rustique, avec les bottes de terre, la paille, tout, en tout cas, tout ce que vous connaissez là. Mais elle voulait quelque chose qui ne dépend pas de la climatisation. C'est-à-dire qu'on pouvait se permettre d'utiliser des matériaux pas classiques, tels que le béton et tout ça, mais rester dans du contemporain, ce qui est une demande légitime et que je peux bien évidemment comprendre. Mais l'idée ici, ce n'est pas de vous présenter l'ensemble du projet, ce n'est pas le thème de la vidéo. L'objectif, c'est de vous montrer en fait comment est-ce que ce principe-là qu'on a vu tout à l'heure, l'Engawa, si on peut appeler ça comme ça, même dans le contexte africain, comment ce principe-là peut être appliqué et utilisé dans un contexte totalement différent. Ici, donc, un contexte tropical humide. Et qui dit contexte tropical humide dit ensoleillement fort, forte pluie et climat chaud. L'application concrète s'est traduite par le fait de réduire, voire annuler l'ensoleillement direct du soleil sur le bâtiment par 3 stratégies principales. D'abord, on a l'optimisation de la forme de la toiture à l'aide du computational design. C'est-à-dire que nous avons étudié à l'aide d'algorithmes des milliers de possibilités pour trouver celle avec laquelle le soleil, durant sa course, a le moins d'incidence sur le bâtiment. Et dans cette même stratégie-là, on a le grand débord de la toiture qu'on a travaillé aussi en prenant en compte la moyenne d'angle d'incidence des rayons du soleil tout au long de l'année. Ensuite, au lieu d'avoir un mur extérieur simple, on a un système qui consiste à fragmenter la façade et réduire encore davantage l'effet de masse de chaleur et la possibilité que le soleil frappe la façade. Si vous remarquez aussi, on a incliné certains murs pour que le soleil puisse avoir le moins d'incidence sur le bâtiment, c'est-à-dire les rayons du soleil puissent toucher le moins possible le bâtiment. En dernier point, c'est que, comme vous pouvez le remarquer, les pans de murs les plus susceptibles d'être touchés par les rayons du soleil direct ont été traités avec des matériaux qui ont une bonne régulation thermique. C'est-à-dire que les murs qu'on retrouve en bas, au rez-de-chaussée, ceux-là qui sont susceptibles d'être directement touchés par les rayons du soleil ont été priorisés, en tout cas ont eu une priorité de matériaux et ont une bonne régulation thermique. Il y a bien d'autres aspects intéressants de la conception de ce projet-là, mais voici en tout cas les principaux. Ici on doit résumer, c'est passé par la fragmentation de la façade pour les raisons que j'ai mentionnées. Il y a l'optimisation de la forme, de l'angle de la toiture, si on peut appeler ça Ngangwa ou voilà, en tout cas comment est-ce que vous souhaitez qu'on l'appelle. Il y a aussi le traitement des matériaux. Mais si on veut rester sur notre thème, c'est vraiment l'optimisation du débord de la toiture. D'abord le débord et ensuite l'optimisation de la toiture en elle-même. Et le résultat, c'est un bâtiment qui respire. Alors, on a parlé de la couverture comme un levier, bien évidemment, du débord de toiture et de l'espace tampon. Mais souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je disais que pour améliorer le confort thermique, on a plusieurs leviers, tels que les ouvertures dont on a déjà parlé, la couverture qu'on vient de voir, mais aussi la forme du bâtiment, son orientation, le choix des matériaux, la ventilation naturelle et bien d'autres. Maintenant, imaginez qu'on les combine tous, c'est-à-dire un bâtiment qui a de bonnes ouvertures, un grand débord de toiture ou une double peau si vous voulez en fonction de la géographie, qui a de bons choix de matériaux et qui a une bonne orientation par rapport au soleil et au vent.
ce n'est plus un bâtiment qui est confortable. C'est un bâtiment qui structurellement n'a plus, ou je dirais presque plus besoin de climatisation pour être habitable. Et ça, ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas du vernaculaire, mais c'est une architecture qui est logique, qui est conçue avec logique. Alors, si cette série vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain levier que vous souhaiterez qu'on aborde. Je suis Warren Aitou, architecte et auteur, et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Inhabit.